Il est 15 heures et nous sommes le mercredi 19 juin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Une rencontre de haut niveau s'est tenue hier à l'Escale International Hotel, réunissant une délégation ministérielle djiboutienne et des représentants de la Banque mondiale. Et dans l'actualité internationale, la dissolution du cabinet de guerre israélien, une victoire donc pour la résistance du Hamas. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous accueillez chez vous. Une rencontre de haut niveau s'est tenue hier à l'Escale International Hotel, réunissant une délégation ministérielle djiboutienne et des représentants de la Banque mondiale, marquant ainsi un jalon significatif dans les partenariats entre les deux entités. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, le ministre des infrastructures et de l'équipement du commerce, le ministre du budget ainsi que le président de l'autorité des ports et des zones franches ont accueilli avec une grande cordialité une délégation de la Banque mondiale conduite par M. Nicolas Pelletier. L'un des points névralgiques de ces échanges a été la situation actuelle des ports de Djibouti, particulièrement en ce qui concerne son classement dans l'indice de performance des ports à conteneurs, l'IPPC. Cet indice, publié annuellement par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, évalue le temps passé par les navires dans les ports. La partie djiboutienne a exprimé ses préoccupations légitimes quant à l'interprétation de la baisse du port dans ce classement. Ils ont souligné que cette diminution ne reflète pas la véritable performance du port, mais résulte de facteurs externes indépendants, notamment ceux liés au mécanisme de vérification et d'inspection des Nations Unies pour les cargaisons à destination du Yémen. En marge de discussion, la délégation de la Banque mondiale a visité également les installations de manutention de conteneurs du port de Djibouti. Ces visites ont permis de mieux appréhender les opérations portuaires locales et d'échanger avec les responsables sur place. En dépit des perturbations de 2023, le port de Djibouti a enregistré une augmentation significative du trafic de conteneurs au second semestre de l'année, affirmant ainsi sa position stratégique pour les grandes compagnies maritimes de la région. La Banque mondiale a réaffirmé son soutien indéfectible au port de Djibouti, reconnu pour sa performance exceptionnelle et son rôle crucial dans le commerce mondial et la connectivité africaine. Ce partenariat renouvelle également dans une vision commune de croissance inclusive, de création d'emplois, de développement du capital humain et de collectivité régionale à travers des initiatives d'amélioration des infrastructures de promotion des corridors économiques. Ainsi, Djibouti et la Banque mondiale renforcent leur engagement mutuel, ouvrant la voie à une collaboration fructueuse pour le développement durable et la prospérité économique de la région. C'est ce qu'a indiqué le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, que je vous propose de le suivre. Longueur des quais de 1050 mètres. Mais pour utiliser pleinement, parce que ça c'est indivisible, les quais, lorsque vous construisez un port, un terminal. Après, pour l'utilisation, il faut densifier avec des portiques, en fonction du trafic, les quais. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes arrivés en 2023, nous avons un procurement de 4 nouveaux portiques qui ont bloqué à peu près 40% de la longueur de quai de 1050 mètres. Mais cela n'a pas impacté sur le taux de disponibilité des longueurs de quai, ni sur le taux de disponibilité de nos portiques. Mes collègues et moi, nous avons plus de 40 ans d'expérience dans le domaine portière, logistique. Nous avons bâti, construit des ports. Donc, ce qui est important de comprendre d'où vient l'erreur. Et les armateurs
ça ne les intéresse pas de savoir combien de mouvements on fait par portique. Ça ne les intéresse pas combien de mouvements on fait à quai par navire. Ce qui les intéresse, c'est les VTT. Vessel Turnaround Time. Lorsque les navires arrivent en rade, il y a à cause de nos facilités, et quand ils se réparent, c'est là où se trouve l'erreur dans le CCPI. En utilisant les AS, complete wrong. C'est volontaire, c'est une incompétence, on ne sait pas, de la part de Standard & Poor's ou de la Banque mondiale. Je vais droit au but. Et ça, is numbers talks. Nous pensons que Djibouti a été vraiment mal évalué. Écoutons à présent le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Daoualé. Ce sujet, naturellement, est, pour nous, revêt un caractère sensible dans sa publication, compte tenu de l'importance que revêt le secteur portuaire et la logistique à Djibouti, et compte tenu du rôle des marqueurs, je peux dire, sur le plan régional, continental, voire international, donc du port de Djibouti et de la position de Djibouti. Brièvement, donc, nous remercions cependant quand même la réactivité de la banque de nous avoir rendu visite parce qu'on a protesté ces dernières semaines. On a protesté vigoureusement cet indice pour plus d'un titre. Dans un premier temps, nous avons contesté le décrochage de Djibouti en une année. Ensuite, nous avons contesté par rapport à la rigueur dans la méthodologie, compte tenu de cette fluctuation assez forte d'année à année. Et à regarder de près les différents facteurs qui ont provoqué un peu cette variation n'ont pas été appréciés en tant que tels. Dans le rapport, nous n'avons pas vu une UNIVIM. C'est ça, non? Une VIM, United Nations Vessel Inspection Mission, et qui est un engagement de Djibouti à l'international en raison des sanctions imposées au Yémen par le système des Nations Unies. C'est une résolution, monsieur. C'est une résolution contraignante. Ensuite, par rapport aux chiffres, nous avons également quelques questionnements. Moi, je pense qu'on va dialoguer de façon dépassionnée. On va être scientifique dans notre démarche. M. Pelletier, dans notre premier entretien en aparté, soumettait également à ce que l'équipe des experts soit rendue disponible demain. Ceux qui ont travaillé sur les méthodologies, donc pour essayer également de dialoguer. Une fois les discussions entre experts finalisées demain, on aimerait au moins, dans ces cas-là, il y ait une correction sous la forme de communiqué. On ne va pas dire de retirer un rapport, mais au moins, on aimerait qu'il y ait une justice soit rendue à la réputation, parce qu'il y a un dégât réputationnel à ce stade-là pour nous. J'ai expliqué tout à l'heure à M. Pelletier que notre propre dynamique régionale fait que ça crée des émotions supplémentaires.
Notre équipe de reporters donc, a recueilli les réactions des experts. Voici, je vous les propose de les écouter. La discussion d'aujourd'hui va être l'opportunité de rentrer dans le détail du port de Djibouti, de la politique portuaire du gouvernement et la place du port dans le panorama maritime régional et global. Comme vous le savez, le port de Djibouti est un port très important qui joue un rôle essentiel pour les connectivités africaines, mais aussi pour le commerce mondial. C'est un port qui est reconnu, dont la réputation est bien établie dans la communauté maritime. La meilleure illustration peut-être étant le fait que dans un contexte de ralentissement du trafic maritime mondial, c'est un des ports qui a vu son trafic croître, notamment dans la sous-région. Et ça, je pense que c'est un signe fort du fait que la communauté maritime considère que c'est un port auquel ils ont confiance et avec lequel ils comptent continuer à travailler. Comme vous le savez, l'année 2023 a été marquée par des événements qui ont perturbé fortement le trafic maritime. La situation en Ukraine, le canal de Panama, plus proche de nous dans cette région, la situation sécuritaire en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Et donc, j'ai tenu à venir aujourd'hui à Djibouti pour discuter avec vous de comment cette situation a pu affecter le port de Djibouti et réfléchir ensemble à comment renforcer encore davantage sa compétitivité. Je suis venu avec plusieurs de mes collègues qui sont des experts des questions portuaires. Nous avons également mobilisé 3 de nos principaux experts au niveau mondial qui travaillent sur ces sujets de compétitivité portuaire, y compris quelqu'un qui a par le passé travaillé à Djibouti et donc qui connaît bien le port. Je pense que les jours à venir vont être l'occasion de rentrer dans le détail des données portuaires, des explications sous-jacentes et de réconcilier, si vous voulez, un petit peu les perspectives. Notre intention, c'est vraiment d'aider la vision qu'ont les autorités djiboutiennes pour le développement du port. Encore une fois, c'est un port qui a un rôle essentiel dans l'architecture maritime mondiale. Et donc, j'attends avec beaucoup d'impatience l'opportunité de cette visite de vos installations et aussi de cette discussion d'aujourd'hui et des jours à venir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce volet de rencontre du gouvernement djiboutien, autorités portuaires et la Banque mondiale. Autre actualité de ce 15h, sous le patronage du Premier ministre, a eu lieu ce matin à l'Hôtel international de l'Escale la 2e édition du forum FinTech de Djibouti, avec comme thème cette année les big data et l'intelligence artificielle au service de la FinTech. Représente une opportunité unique de l'écosystème de Djibouti en offrant des solutions impactantes. 5 pays ont participé à ce forum qui sont entre autres le Tchad, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Algérie, et ainsi permettre à Djibouti d'être sur la carte de la FinTech. Le commissaire général de Djibouti FinTech Forum a dans une intervention souligné l'importance que revêt ce forum pour notre
écosystème technologique. Ce forum jouera également un rôle crucial dans la transformation des secteurs financiers pour améliorer l'accès de services financiers et de renforcer la résilience de notre économie face aux défis mondiaux. Djibouti FinTech Forum est l'occasion de pouvoir rassembler tous les décideurs publics, télécoms, les banques, les entrepreneurs et surtout les jeunes dans l'espoir de bâtir un écosystème vibrant autour de la finance et de la technologie. Et dans ce forum, le FinTech Djibouti, 5 panels de discussion ont eu lieu, surtout sur la collaboration de la Banque centrale, et tous les partenaires étaient dans l'agenda. Arisa gesu nibaro dadal bisohiyo yegele ilmi arisa gesu nibaro dadal bisohiyo ofofa fintech makador baro hayun tao ofofa fintech makador baro hayun tao ofofa baro hayun tao bari magala rehekal. Place maintenant aux séries de discours. En premier, le commissaire général de Djibouti FinTech Forum a dans son intervention souligné l'importance que revêt ce forum pour notre écosystème. Et pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale a dans un discours souligné que ce forum permettra à Djibouti d'explorer les avancées significatives et le défi passionnant que représente la technologie. Écoutons successivement ces deux personnes. Le forum, comme il a été dit par ma sœur Dounia, représente une opportunité unique dans notre écosystème d'échanger des défis et surtout des innovations qui ont pour objectif de catalyser l'écosystème local à travers ce qu'on appelle, selon le néologisme, la FinTech, qui est la contraction entre la finance et la technologie. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour mettre en relief, ça a été dit tout à l'heure par Dounia, le caractère particulier de cette seconde édition par rapport à la première, sachant que la première a permis de lancer 10 monnaies, entre autres, et tout le courant de la FinTech qui s'en est suivi, notamment Wafi et d'autres. Et durant cette seconde édition, nous avons aussi le fait de dire que d'autres solutions aussi impactantes seront lancées au cours de ces 2 jours. 5 pays sont parmi nous, panafricains. On est venu de l'Algérie, on est venu du Tchad, on est venu du Sénégal, on est venu de la Côte d'Ivoire, on est venu aussi du Togo pour participer et mettre Djibouti sur la carte de la FinTech. Et ça aussi, ça mérite des applaudissements, je pense. Au nom du CTID et tous les partenaires, et en mon nom en tant que commissaire général de ce FinTech Forum, je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les participants. Hier, nous avons eu une première journée qui servait de préambule, très riche sur la finance islamique. Le pourquoi a été dit, nous aurons l'occasion de dire, il y a un lien très concret entre la finance islamique et la FinTech qu'on appelle la FinTech islamique. C'est aussi un levier extrêmement important pour catalyser et créer de la richesse et des emplois, car c'est l'objectif du gouvernement de la République de Djibouti, je pense, sous le patronage de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Nous nous réunissons aujourd'hui pour explorer les avancées significatives et les défis passionnants que représentent les technologies financières pour notre pays. La Banque centrale de Djibouti est fière de co-organiser la 2e édition de ce forum qui vise à promouvoir l'innovation technologique financière tout en garantissant la stabilité, la sécurité, la modernité et l'efficacité de la base financière de la République de Djibouti.
Les fintech, qui signifient l'emploi massif des nouvelles technologies de l'information dans la finance, jouent un rôle crucial dans la transformation de notre secteur financier, en offrant de nouvelles solutions plus faciles, plus rapides et moins chères pour améliorer l'accès aux services financiers, promouvoir l'inclusion économique et renforcer la résilience de notre économie face aux défis mondiaux. Et dans les séries d'interventions, enfin, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a dans son intervention souligné l'adoption et l'exploitation des technologies émergentes. Voici donc M. Redouane Abdoulaye Bahadone. Honoré de prendre la parole lors de cette seconde édition du Djibouti FinTech Forum. Cet événement qui réunit les esprits les plus brillants du secteur des technologies, de l'information et de la finance est une vitrine de l'innovation et du potentiel de notre nation dans le domaine de la FinTech. Le thème de cette année, les Big Data et l'intelligence artificielle au service de la FinTech, est non seulement d'actualité, mais représente également une opportunité unique pour notre pays de se positionner en leader régional dans l'adoption et l'exploitation des technologies émergentes. L'intelligence artificielle et les Big Data présentent des catalyseurs puissants de transformation. Elles promettent de renforcer l'efficacité opérationnelle et d'élargir l'accès aux services financiers, créant ainsi une inclusion financière sans précédent pour tous les citoyens de Djibouti. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une convergence historique entre la finance et la technologie où les frontières traditionnelles s'estompent et où l'innovation transcende les limites. En tant que nation, nous sommes prêts à saisir cette opportunité avec audace et détermination. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, Djibouti s'est engagé résolument sur la voie de la transformation numérique. L'engagement ferme du chef de l'État en faveur de l'innovation technologique a jeté les bases d'une économie moderne et dynamique, propice à l'épanouissement des entreprises FinTech et à l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. En tant que gouvernement, nous sommes résolus à porter cette vision éclairée de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour soutenir l'innovation et à créer un environnement propice à la croissance de la FinTech à Djibouti. En bref et en image, avec la Commission des finances et de l'économie générale et du plan qui s'est réunie et présidée par le député Charmarke Mousse Allé, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a examiné aujourd'hui les projets de loi portant adoption des comptes financiers de la Poste de Djibouti pour l'exercice 2019, 2020, 2021. L'assise a vu la participation de M. Redouane Abdoulaye Bahadone, ministre de l'économie et des finances, ministre de la communication, chargé des postes et des télécommunications, accompagné du directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Medal, et du haut responsable du dit établissement public. Au terme des discussions sur la conjoncture structurelle et financière de la Poste de Djibouti, la Commission a transmis avec avis favorable les projets de loi subventionnés à la prochaine séance publique. Dans la journée d'aujourd'hui, la ville d'Ali Sabié a accueilli une importante délégation ministérielle accompagnée par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim.
C'était donc l'occasion pour passer en revue l'état d'avancement du projet de rénovation et d'embellissement de la montagne du Drapeau, lieu iconique de la ville d'Ali Sabieh. Le président du conseil régional d'Ali Sabieh, Charmark Hassan Alalé, le préfet de la région d'Ali Sabieh, Abdul Malik Mohamed Banoïta, le colonel Ouaïs Omar Bagouré, commandant de la garde-côte djiboutienne, ainsi que les députés de la région et les représentants de la société civile ont eu l'honneur d'accueillir les membres du gouvernement, dont le ministre du budget, M. Esman Ibrahim Roblé, le ministre du Commerce, Mohamed Warsama Diriye, et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hibo Moumin Assoui. Le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale, sont arrivés donc au camp du bataillon interarmes d'Ali Sabieh. D'orgue de cette visite donc a été le chantier de rénovation et d'embellissement de la montagne du Drapeau, que les invités ont rejoint ensuite, où ils ont été accueillis avec les honneurs par les troupes de la garde-côte djiboutienne qui œuvrent dans la construction de ce chantier. Les distingués invités ont à ce point remis des certificats de reconnaissance aux officiers et aux sous-officiers supérieurs de la garde-côte djiboutienne qui depuis plus de 5 mois mènent les troupes avec acharnement, dévouement et patriotisme, travaillant jour et nuit pour finaliser le chantier de construction. Toutes les autorités présentes ont exprimé leur profonde reconnaissance pour le travail exceptionnel accompli par la garde-côte djiboutienne sous le commandement du colonel Ouaïs Omar Bagouré. Les personnels de la garde-côte djiboutienne ont œuvré avec une détermination et un dévouement remarquables sur ce chantier. Leur engagement infatigable et leur esprit de sacrifice ont été salués unanimement par les autorités coutumières. Les autorités ont tenu également à exprimer leurs sincères remerciements pour l'implication dévouée des responsables de la ville de Ali Sabieh, le préfet de la région Abdul Malik Banoïta, le président du conseil régional Charmark Hassan, qui ont joué un rôle essentiel dans la coordination et le soutien logistique du projet. Leur leadership et leur engagement ont été déterminants pour le bon déroulement de ces travaux, illustrant leur dévouement inébranlable au service de leur communauté et du patrimoine national. Ce projet donc a été d'une importance capitale pour la région d'Ali Sabieh. Eh bien, lors de cette visite, le colonel Ouaïs Omar Bagouré a pris la parole. Il a donc affirmé que la réhabilitation de la montagne du Drapeau d'Ali Sabieh a été concrétisée grâce à la coopération et la collaboration et le soutien sans relâche des hommes en uniforme et des autorités de la région d'Ali Sabieh. Il a indiqué également que la montagne du Drapeau, une fois rénovée, deviendra un lieu de fierté pour tous les Djiboutiens et un symbole fort de l'unité et de la résilience de la nation. Il est important, a-t-il déclaré, et de souligner le soutien indéfectible apporté par les militaires de la base d'Ali Sabieh sous le commandement exemplaire du colonel Roblé Mohamed Abdallah. Les membres du gouvernement présents donc sur place ont indiqué l'engagement donc des hommes en uniforme. En premier, c'est la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, qui a donc salué l'engagement des hommes et des femmes en uniforme, qui a été donc essentiel à la progression du chantier, démontrant un esprit de corps et un patriotisme admirable. Pour sa part, le ministre du Tourisme, M. Mohamed Warsama Diriye, a indiqué que la rénovation du chantier de la montagne d'Ali Sabieh est une fierté pour tout membre du gouvernement, notamment moi, ministre de la région. Fin de citation.
Festivité du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Donc hier, la caravane des festivités plante sa scène au cœur de la grande commune de Balbala à la cité Chabeli. Une soirée rythmée par des chants en l'honneur de notre drapeau et nos martyrs, ainsi que des danses folkloriques et modernes ont ravi la population venue en nombre important. Une mention spéciale aux jeunes et femmes leaders de chaque quartier qui, durant chaque soirée, contribuent donc à la réussite de ces festivités de proximité. Ce soir, donc la soirée a eu lieu donc à la cité Chabeli où hommes, femmes et enfants ont donc arboré le drapeau national. La directrice de la culture du ministère de la Jeunesse et de la Culture a pris la parole et a rappelé l'importance de ces caravanes de célébration du 47e anniversaire de l'indépendance. Elle a exprimé sa joie de participer à ces événements et de célébrer cette occasion spéciale. Selon elle, ces caravanes jouent un rôle crucial en rassemblant la communauté et en commémorant notre histoire et notre héritage. En nouvelles du monde cette fois, je vous le disais en titre, le Hamas considère comme victoire la dissolution du cabinet de guerre israélien. Le mouvement de résistance palestinienne, le Hamas, a déclaré que la décision du gouvernement israélien de dissoudre le cabinet de guerre formé pour conduire la guerre dans la bande de Gaza était une victoire pour la résistance palestinienne. Tel Aviv a annoncé que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait dissous ce cabinet de guerre formé le 11 octobre 2023, quelques jours seulement après qu'Israël a déclaré la guerre à Gaza le 7 octobre de l'année dernière. Cette décision intervient après que le chef de l'opposition Benny Gantz a démissionné du gouvernement d'urgence au début du mois en raison des désaccords sur la stratégie d'après-guerre pour la bande de Gaza. Plus de 37 300 Palestiniens ont été tués à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, malheureusement, et plus de 85 000 autres ont été blessés selon les autorités locales. Plus de 8 mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruine au milieu d'un blocus paralysant, empêchant l'arrivée de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel Aviv de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre avant son invasion le 6 mai.
Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.